Irène Théry donc, est sociologue, spécialiste de la famille, comme je crois beaucoup doivent déjà le savoir. Et elle a notamment beaucoup contribué aux travaux dans notre société, à la réflexion autour du mariage pour tous. C'était il y a peu de temps, même si cela paraît déjà ancien. Et très très récemment, bien sûr, à la loi sur la bioéthique, dont nous allons parler assez longuement dans notre discussion aujourd'hui. Et en face d'elle, à côté d'elle, Frédéric Worms est philosophe et il est également membre du comité consultatif national d'éthique. Alors avec eux deux, on va revenir sur cette idée du vivant, cette idée d'en finir avec la nature. On va recouvrir l'aspect de la loi bioéthique. On ne parlera pas que de cela. On souhaiterait aussi avoir le temps de parler des questions de la fin de vie, des questions de la difficulté aussi de travailler autour de cellules souches embryonnaires, de ce que cela signifie également le numérique quand il s'introduit dans la médecine et dans donc l'intime bien souvent. Et on sera surtout tout à fait disposé à dialoguer avec vous dans la salle si vous avez d'autres questions naturellement. C'est ma première question justement pour nos deux invités d'aujourd'hui. Irène Théry, Frédéric Worms, le vivant, la nature, comment l'entendez-vous de là où vous êtes, c'est-à-dire du point de vue de la sociologue, puis de celui du philosophe, Irène Théry? Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, oui, vous l'avez dit, moi je suis sociologue du droit, mais spécialiste des questions de famille et de genre. Et la nature, je la rencontre à travers le corps, bien sûr, des individus humains. Et je voudrais simplement en introduction dire que pour les sciences sociales, le corps, ça n'est pas la même chose que le biologique. Et comme en ce moment, justement, dans les débats sur la bioéthique, on parle beaucoup du biologique, je voudrais donner juste cette précision. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le biologique, c'est la façon dont le regard du biologiste se porte sur un corps humain, par exemple. Et c'est un regard tout à fait légitime que celui-là, bien sûr, et on a absolument besoin du savoir du biologiste. Mais ce regard laisse de côté tout un ensemble de dimensions du corps qui sont constitutives d'un corps humain vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un être humain en dehors d'une société humaine, c'est-à-dire un être humain capable d'agir et pâtir à la manière humaine, par exemple de parler, d'avoir des émotions, etc. Et donc la grande leçon, je crois le point de départ des sciences sociales, c'est celui qu'avait donné Rousseau quand il avait dit que dans ces débats où on cherchait à revenir vers l'état de nature, bon, il cherchait l'homme sauvage et il trouvait toujours l'homme civil. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais penser un humain qui serait à l'état de nature. Un humain qui ne serait pas en société, parce que qu'est-ce que ça serait qu'un humain qui ne pourrait pas parler, par exemple? Et parler, c'est une forme d'être au monde. Ce n'est pas seulement un mode de communication, c'est une façon d'être au monde qui suppose la vie en société. Donc, dès qu'on dit un humain, on dit une société, une forme de vie en société. Et je vais, manière de passer la parole à Frédéric Worms. Pour moi, le mantra, on va dire, c'est la formule de Wittgenstein. Ce qu'il faut accepter, le donner, ce sont des formes de vie. C'est-à-dire qu'un humain, donc c'est toujours une forme de vie humaine. Et donc, quand on va parler du corps, et on va en parler pendant longtemps, dans tout notre débat, il faudra toujours penser que ce corps, c'est un corps qui est traversé de significations, d'émotions, d'affects, qui est soumis à des institutions, et donc qui est modelé, on va dire, par son appartenance à une vie sociale. Et donc, les sociologues doivent s'intéresser au corps, mais sans le réduire au biologique, qui est un regard particulier sur lui. Et de dons, il va en être question justement pendant notre discussion. Frédéric Worms.
Oui, merci. Merci d'abord de l'invitation. Je suis très heureux de l'occasion de discuter avec vous deux et avec tout le monde. Pour moi, effectivement, il faut sortir aussi de ce que semble impliquer le titre du festival, c'est-à-dire d'un côté des naturalistes qui ne feraient aucune place au corps humain, social, vivant, dans toutes ses dimensions, et d'un autre côté des sciences sociales qui seraient par principe contre la connaissance de la nature ou du vivant. Moi, c'est vrai que je dis plutôt le vivant même que la vie, et le vivant que la nature. Donc je pense qu'il faut, plutôt que d'essayer de réduire l'humain à une conception essentialisée et étriquée de la vie ou du vivant, moi, ma démarche consisterait plutôt à élargir le vivant jusqu'à l'humain. Ça rejoint un peu ce que dit Irène il y a un instant, mais avec quand même peut-être un critère jusque dans le politique qui reste vital, je dis vital plus que biologique, qui est quand même la polarité de la vie et de la mort. Je pense quand même que jusque dans le politique, la vie comporte des pouvoirs humains qui sont, est traversée par du pouvoir social, politique, des humains qui sont des vivants bien particuliers. Mais pour normer le pouvoir humain, il nous reste toujours un critère vital qui est, au fond, qu'est-ce que nous risquons de détruire, y compris entre nous, comment peut-on lutter contre la mortalité. C'est pour ça qu'on a quand même besoin de la biologie et de la médecine. Je dirais même la biologie normée par la médecine, mais par une certaine forme de médecine, on va en parler. Mais en même temps, la médecine elle-même normée par les biens humains et les maux humains, les injustices, qui sont tout aussi dangereuses pour nous que les maladies. Donc comment est-ce qu'on concilie la lutte contre les injustices et la lutte contre les maladies, par exemple? Pour moi, c'est ça les vraies questions des vivants humains, un peu complexes. Et la bioéthique, par exemple, dont on va parler, est pour moi une manière compliquée, forcément compliquée, de faire le partage entre ceux qui luttent contre la mort, par exemple les médecins, et ceux qui luttent contre les injustices, qui sont aussi des vivants humains. Et l'injustice est un danger tout aussi important que la maladie. Donc voilà un petit peu moi, mon point de vue. C'est vrai que je pense qu'il faut dépasser le dualisme un peu radical des naturalistes réductionnistes et des sociologues antinaturalistes. Qui veulent voir les choses de plus haut. On va donc commencer par parler de cette actualité, bien sûr, la loi de bioéthique qui est, comme vous le savez, en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale. On est à un point d'étape, il y a 32 articles à discuter. Je crois qu'on peut dire que la mesure phare, en tout cas celle dont il a été largement en question, dans la presse, mais aussi parmi les spécialistes, c'est la question de la procréation médicalement assistée, de la fameuse PMA, avec ses corollaires. Il y avait dans la loi déjà inscrit pas mal de points sur lesquels on va revenir. Comme vous le savez, l'article 1 est passé, c'est-à-dire ouverture à toutes les femmes du recours à la PMA remboursée. C'est un point aussi qu'il faut préciser, qui est important. Petite question, mais vraiment peut-être anecdotique, vous allez me le dire, Irène Théry, 55 voix pour, 17 voix contre, 3 abstentions. On voit que le total des députés n'était pas présent dans l'hémicycle. Que dire de cela? Je m'interroge sur le sens. Qu'ils aient été si peu. Le sens. Je m'interroge. J'attends de voir s'ils vont venir en masse pour l'article 4, qui est sur la filiation, qui est un article très important. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sincèrement, je n'ai pas la moindre explication. Est-ce que ça m'a paru très faible aussi au regard de l'enjeu, oui, la discussion et de 2 années de discussion sur un sujet sur lequel chacun se sent touché de façon très intime et importante. Alors, Frédéric, pour moi, il y a 2 interprétations possibles. Il y a une interprétation... Alors par laquelle est-ce que je commence, l'optimiste ou la pessimiste? Allons-y sur l'optimiste, parce que ça peut être un des points, au fond, ça va passer, on n'y va pas, je ne sais pas. D'accord, pour moi l'interprétation optimiste de ce petit nombre de députés actifs sur le sujet, l'interprétation optimiste, il y en a une autre, mais l'interprétation optimiste, c'est que le débat s'est apaisé. Et qu'au fond, il y a eu 2 ans de débat. Il y a eu, au comité d'éthique, on est chargé d'organiser le débat national autour de ça. Ça a été un débat qui n'était pas si paisible et qui était beaucoup, disons, investi par des militants qui, justement, empêchaient le débat. Du coup, une des ressources, ça a été de ne pas faire confiance au seul grand débat public comme s'il était direct et sans médiation, parce qu'il y a des médiations forcément, et il y a eu aussi des auditions, des espaces avec des sociétés savantes, avec toutes sortes de représentants de différents
de différents points de vue, mais organisés et collectifs, et pas seulement la supposée immédiateté du grand débat public qui était en fait médié par des militants. Et souvent toujours les mêmes d'ailleurs. Mais ça a été quand même un débat très important. Alors donc l'interprétation optimiste, c'est que ce débat ayant eu lieu, ayant abouti à toutes sortes de mesures enfin considérées comme raisonnables, il me semble, justement, entre des choses qui... On en voyait moins l'utilité à l'Assemblée. Peut-être que les députés ont considéré... Ça paraissait acté. Voilà, peut-être que les députés ont considéré que, non pas que c'était plié, parce que là on est déjà dans l'interprétation pessimiste, mais qu'on avait atteint une sorte d'équilibre. Et donc peut-être que c'est bon signe. L'interprétation, ça c'est l'interprétation optimiste. L'interprétation pessimiste, c'est, je dirais justement, c'est l'interprétation que le politique a tout décidé, que la démocratie ne sert à rien et qu'il faut continuer le combat par d'autres moyens via des associations et de nouveau une sorte de guerre idéologique. Mais en fait, je suis plutôt sur l'optimisme en ce moment sur ce point précis. Attendons de voir ce qui va se passer dans la suite parce que ça dure longtemps. Les députés, ils ont beaucoup de choses à faire. Peut-être aussi, ils se relayent comme ils le font classiquement, parce que là, on regarde plus la télé qu'on ne le regarde d'habitude, mais c'est habituel qu'ils soient très peu nombreux, même pour des choses importantes. Peut-être que dans un moment, on va redébattre de la loi en général, par exemple. Là, ils vont être en masse. Il est possible qu'ils reviennent. Voilà, on va voir. Ouais. On va voir. 500 amendements quand même sur ce premier article. Et juste pour information, parce que ça faisait partie des points qui étaient discutés, en tout cas dans ce débat dont vous parlez, la PMA post-mortem a été refusée de justesse, enfin elle a failli à très peu de voix, et la PMA pour les transgenres aussi, dont il était question et qui était défendue par plusieurs députés. Je veux bien dire un mot sur la question des personnes trans. Parce que justement, c'est un cas particulier qui illustre bien une question générale, qui est que souvent, dans le débat social, on va dire, on a l'impression que les gens plutôt conservateurs sont avec le biologique et les gens plutôt progressistes sont avec la volonté. Voilà, rien n'est inné, tout est à nous, comme on chantait dans les années 68. Donc, c'est assez intéressant de voir que la question des droits des personnes transgenres a utilisé leur propre force procréatrice pour faire un enfant, qui est donc une façon de se revendiquer, vous voyez, du corps, justement, a été refusée. Donc on est un peu à marche inversée. C'est-à-dire que pendant longtemps, pour accepter qu'une personne puisse changer de genre à l'état civil, il fallait qu'elle ait subi tout un ensemble de transformations physiques, et en particulier des transformations qui la rendaient irréductiblement stérile. Et c'était même quand elle n'était plus, en quelque sorte, physiologiquement de son sexe de départ, qu'on acceptait de dire, bon, eh bien, cet homme est devenu une femme, etc. Et aujourd'hui, et grâce à une lutte importante des personnes trans, de dire que ces transformations physiques n'étaient pas du tout au centre de leur démarche, que ce qui avait le sens de leur démarche, c'était de pouvoir, en quelque sorte, se voir reconnaître à l'état civil un statut d'homme ou de femme, qu'on puisse s'adresser à elle au féminin ou au masculin, mais que la stérilisation forcée qui avait accompagné cela était une mutilation. Et donc il y a eu une lutte contre cette stérilisation forcée, et aujourd'hui, elle n'est plus, depuis les lois sur la justice du XXIe siècle, elle n'est plus obligatoire. Et même, elle est même critiquée. Et donc la question qui se pose après, c'est que si les personnes trans peuvent conserver leur capacité d'avoir des enfants, eh bien, il arrive qu'il y en ait qui veuillent avoir des enfants, figurez-vous. Et donc, pour avoir des enfants, elles peuvent, comme n'importe quel citoyen, adopter, mais elles peuvent aussi recourir à la procréation médicalement assistée. Ça existe depuis toujours, mais souvent, elles ne peuvent pas le faire en utilisant leurs propres gamètes. Par exemple, une femme trans qui a conservé des spermatozoïdes au congélateur, qui a fait congeler en paillettes, ne pourra pas utiliser ses propres forces procréatrices, ce spermatozoïde, pour cette PMA. Donc, ou bien
alors, ça ouvre sur des questions qui sont plus larges que les questions de personnes trans. Par exemple, un couple de lesbiennes, donc c'est un cas plus large, plus fréquent aussi, qui, l'une voudrait pouvoir faire l'embryon avec ses ovocytes et que l'autre les porte l'embryon. Là encore, refusé. Donc, vous voyez, ce sont des cas où des personnes veulent utiliser leur propre corps, leur propre biologie pour se reproduire, mais sans être dans le schéma hétérosexuel classique. Et là, étonnamment, ceux qui étaient du camp des progressistes les soutenaient et ceux qui étaient du camp plus conservateur l'a refusé. Ça a été refusé. C'était pour dire donc voilà un cas précis qui montre que c'est pas si simple, c'est pas la complexité, c'est pas le corps du côté de la réaction et la volonté du côté de la révolution. C'est pas comme ça. Cet aspect-là évidemment a été également présenté devant le comité consultif d'éthique, Frédéric Worms, comme la PMA, comme la GPA aussi, donc vous aurez peut-être l'occasion de dire un mot. Ça interroge vraiment les techniques médicales, les nouvelles techniques médicales qui touchent à la fois à la vie, à la mort, à la décision, et même qu'est-ce qu'un homme, une femme. On est vraiment sur des questions fondamentales. On est très bousculé par tout cela. Je précise que vous, au comité, vous donnez un avis et le politique décide. On parlera peut-être consultatif, c'est dans l'intitulé. Autant que les objets du débat, les procédures du débat sont très importants sur ce sujet-là. Hein. Qui intervient et à quel titre et comment. On est tout de suite sur des débats, des enjeux très précis, très compliqués. On n'a pas encore fait le tour des cadres les plus larges. Oui, on parle de cas un peu extrêmes. Je voulais juste les mentionner, mais vous vous y arrêtez. Mais c'est pas plus mal. Mais c'est intéressant. Et justement, je voudrais dire un mot, puisque Irène a parlé des transgenres, je vais dire un mot du post-mortem. Du post-mortem, absolument. Mais je voudrais souligner que sur ces cas complexes, effectivement, comme le dit Irène, les lignes de partage ne recoupent pas forcément les positions plus générales, et en tout cas les positions politiques les plus générales. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un comité d'éthique. Ça a été créé par François Mitterrand quand il a dit les clivages droite-gauche ne suffisent pas à traiter certaines questions. Donc il faut et de fait, hein, encore aujourd'hui, on trouve des positions trans politique, disons. Vous voulez dire entre la droite et la gauche, oui, voilà, c'est pas si simple. Sur la PMA, par exemple, pas tranché. Ou la GPA, par exemple, ça divise de façon inattendue parfois. Mais donc il y a des cas très compliqués qui méritent des réflexions. Moi, sur le post-mortem, et sur ces cas-là, je pense qu'on part de très loin et qu'il ne faut pas être étonné qu'il y ait un temps aussi. Et c'est pour ça que la loi de bioéthique, c'est une des raisons pour lesquelles la loi de bioéthique est révisable tous les 7 ans. Post-mortem, on va le rappeler, de quoi je vais dire un mot du post-mortem. Encore un petit mot sur les procédures, parce que c'est très important. Il y a deux sortes de gens qui s'indignent des lois de bioéthique. Il y a les maximalistes, comme on dit, qui disent l'éthique, c'est avec un grand E, ça ne se vote pas par des députés tous les 7 ans, c'est éternel, c'est la morale avec un grand M, c'est pas à vous d'en décider. Il y a les minimalistes aussi, et les minimalistes, ils disent il n'y a pas besoin de loi du tout, sauf pour dire quand il y a meurtre, ce qui est compliqué aussi à défendre, à mon avis. La loi de bioéthique, c'est une loi qui est révisable tous les 7 ans. Tous ces deux groupes le contestent. Mais en fait, c'est très intéressant parce que justement, il y a une maturation, il y a des nouveaux sujets qui apparaissent à cause de la technique aussi, à cause du débat social. Et par exemple, les transgenres, peut-être on peut s'indigner que ça ne soit pas passé là, mais déjà, le fait qu'on en ait parlé, y compris à l'Assemblée nationale... Il n'en était pas du tout question il y a quoi, même pas 10 ans. C'est déjà un changement majeur de perception du problème. Et dans 7 ans, on sait pas, ça ne veut pas dire que non plus, comme le disent certains, plutôt du côté de la réaction, il faut bien le dire, de ce point de vue-là, c'est même un sens cohérent, qui pensent qu'il y a une dérive, une pente glissante, une pente fatale. Ils disent, vous voyez, là, dans 7 ans, il y a ça, ça et ça qui bougera. Et ce n'est pas fait non plus. Il y aura des limites à tracer, y compris dans 7 ans, y compris... Voilà. Je donne 2 exemples, très vite, hein. Il y a une technique qui va venir peut-être un jour et qui nous permettra, avec nos cellules souches, de produire des cellules reproductrices de l'autre sexe. Par exemple, on me prendra une cellule et on fera des ovocytes avec. Et donc, je pourrais effectivement, avec des spermatozoïdes, faire... c'est pas du clonage exactement, mais voilà, c'est ce qu'évoquait Irène. Donc là, ça recoupe peut-être des interdits assez fondamentaux sur la reproduction, sur le symbolique, sur le fait que la reproduction, c'est quand même 2 êtres humains différents. Et sur être un homme et être une femme aussi. Et aussi il y a une sur... confusion. Ah, mais ça va venir à un moment ou à un autre. Donc, on pourra faire du féminin avec... C'est ça. Ça obligera à une réflexion. Sur le post-mortem, il y a un point, moi, sur lequel je voudrais insister. Donc, comme vous le savez, c'est des cas évidemment tragiques en un sens, puisque d'une certaine façon, c'est quand même le plus souvent, disons, dans des cas où un homme, en l'occurrence,
en raison d'une maladie, voit sa mort arriver, ou d'ailleurs pas forcément. Par exemple, il peut avoir conservé du sperme parce qu'on lui dit que son traitement risque de le rendre stérile. La maladie s'aggravant, il peut décéder. Qu'est-ce que la conjointe va faire avec ce sperme qui existe? Pour moi, il y a 2 niveaux de discussion. Il y a un niveau psychique, disons, et sociologique aussi, où il y a du pour et du contre, et chaque femme, justement, chaque situation est différente, et il y a des enjeux psychiques qui peuvent être assez lourds. Est-ce que même l'homme en question ne pèse pas, enfin, il a sa volonté à dire, il peut dire, comme dans la chanson de Léo Ferré, vie heureuse et des enfants, mais avec un autre que moi, c'est aussi le vivant, ou bien il peut dire au contraire, mon sperme, ça continue, ben voilà, la vie continue aussi, ma vie continue, il y a plein de... Bon. Donc je pense que c'est pas simple psychiquement. Après, est-ce que la loi doit l'interdire? Pour moi, alors là, je parle totalement à titre personnel. Je pense que c'est un peu compliqué. Je pense qu'on prévoit en ce moment l'ouverture à des femmes seules. Pourquoi l'interdire? Au fond, j'y vois quand même, mais là, c'est vraiment à titre personnel. Hein, c'est vraiment pas du tout au titre de quelque autre titre que ce soit. J'y vois quand même une sorte de minorisation de la volonté féminine. C'est-à-dire, on dit, si on l'autorise, les femmes feront n'importe quoi. Or, je ne crois pas du tout. Je crois que l'interdiction est quand même un geste assez grave en bioéthique, qui doit porter quand il y a un enjeu, vraiment une violence faite à quelqu'un. Il y a des sujets où c'est le cas. Voilà, le trafic d'organes, le clonage, il y aura des choses sur le numérique, sur le clonage reproductif, par exemple, le clonage interdit reproductif, partout. Voilà, qui est un des rares universaux ouais. de la bioéthique. Il y a des débats sur la GPA, sur la fin de vie, on y reviendra, etc. En gros, c'est quand c'est un tort qui est fait à l'espèce humaine, c'est ce que vous voulez dire. C'est votre critère. Et à des vivants individuels aussi. Ouais. Est-ce que là, il y en a un? J'en sais rien. En tout cas, je pense que l'interdiction va peut-être un peu loin dans le fait de préempter la décision féminine, de dire si on l'autorise, ça va se faire. Pas forcément. L'autoriser, c'est juste dire débattez-vous avec les autres difficultés de la question. Ça n'est pas forcément à la société de l'interdire. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est déjà important que ce débat ait eu lieu. Il faut bien reconnaître qu'il est forcément tragique, mais sa rareté n'enlève rien à l'affaire parce que la rareté du cas n'enlève pas de son importance. Et comme vous le dites, il est très évolutif. Il va continuer. Je voudrais vous poser une question à Irène. Juste un mot. Pour qu'on ait le temps de parler du reste. Oui, bien sûr. Un mot là-dessus par rapport à la question des interdictions, parce qu'en bioéthique, on interdit quand même beaucoup en France. On vient justement d'autoriser l'autoconservation des ovocytes, mais enfin, ici même à Marseille, nous avons travaillé pendant des années avec les centres de PMA des hôpitaux, et où, en particulier, il y avait une recherche très importante sur la vitrification des ovocytes. Et donc, les biologistes avec lesquels nous travaillons étaient les premiers à être scandalisés qu'alors qu'il y avait cette nouvelle technique qui permettait de conserver des ovocytes d'une façon qui vraiment garantisse beaucoup mieux qu'ils soient utilisables ensuite, on ne pouvait pas en faire profiter les patientes en France, parce qu'en France, tout ce qui n'est pas expressément permis est interdit. Donc, bon, en tout cas là, c'était le cas. C'est-à-dire qu'il y avait cette nouvelle technique, elle se développait, et sans justement une nouvelle rénovation, eh bien, on ne pouvait pas l'utiliser. Sans autorisation officielle, elle ne rentrait pas dans le circuit. Et quand même, j'ai cette formule que le droit bioéthique fait un peu une exception aux principes fondamentaux du droit pénal, par exemple en démocratie, qui est que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Alors que là, on a le sentiment que tout ce qui n'est pas permis est interdit. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, après s'être beaucoup posé la question, les députés, j'ai parlé avec pas mal d'entre eux, ont posé la question de la ROPA, c'est-à-dire pour les femmes lesbiennes, c'est-à-dire cette possibilité d'utiliser les ovocytes de l'une et que l'autre porterait, ou de la question des personnes trans. Parce que, justement, on aurait pu se dire, mais c'est un droit humain fondamental de pouvoir utiliser ses propres forces procréatrices pour faire un enfant. Mais on savait bien que si ça n'était pas permis, ça serait interdit. Il valait mieux poser la question que partir dans l'idée c'est pas interdit, voilà. Vous voyez, donc c'est un droit quand même qui interdit beaucoup. Oui, j'ai vu Frédéric Vente pas tout à fait d'accord avec cette habitude française dont parle Irène Théry. En tout cas, je pense que le principe de la loi en France reste quand même ce que Irène a rappelé, c'est-à-dire qu'il définit une démocratie, effectivement, c'est tout ce qui n'est pas interdit est quand même autorisé.
Et ça, c'est vrai, je pense, en France, contrairement à d'autres pays où, en effet, c'est le principe de dictature, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. J'ai dit pour la bioéthique. Mais non, mais justement, alors après, je pense que ce qui se passe, c'est pour ça qu'il y a des lois en révision, et ça me paraît très important. Il y a des pratiques qui émergent, il y a une réflexion, et parfois il y a des principes de précaution ou de prudence, mais là, quand c'est pas interdit, je pense juste que c'est pas interdit. Après, il y a des comités d'éthique justement locaux, plutôt disciplinaires aussi. Il y a aussi une agence de biomédecine. Il y a plein d'instances qui font des règles dans l'entre-deux-lois, en quelque sorte. Et puis il y a aussi des conflits et des procès, etc. Oui. Mais c'est vrai que la France est le pays où il y a des lois de bioéthique, pour le meilleur et pour le pire. D'un côté, ça n'est pas le cas partout, il faut le rappeler. D'autres, c'est par des cas, de la jurisprudence, comme dans les pays anglo-saxons, etc. Mais je pense que la question du débat autour des interdits minimaux, à mon avis, plutôt, puisque l'interdit doit quand même être justifié par quelque chose de fondamental. Donc il faut effectivement peser le poids d'un interdit. Je ne pense pas qu'on doit l'interdire si facilement. Ça ne doit pas être facile d'interdire. Ça ne doit pas être une évidence d'interdire. C'est comme le principe d'ailleurs de précaution lui-même qui pose des problèmes s'il s'étend à tout. Bien sûr. Si on revient sur la loi bioéthique, donc, et je reviens sur cet article 1, celui qui est passé, sur la PMA française. Donc, on va rappeler peut-être après ce qui se passe dans d'autres pays. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'histoire avec vous, Irène Théret, que vous avez examiné et accompagné d'ailleurs beaucoup. Deux moments important, dites-vous. Il y a eu la première période 73-94, on va voir pourquoi, où en gros, vous le dites de manière assez amusante, mais enfin vous dites la médecine, au fond, endosse le modèle du ni vu ni connu. Je fais les choses, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et puis une deuxième période qui intervient à partir de 94, là déjà la loi Leonetti, enfin on arrive à des évolutions assez sensibles en bioéthique. Le don comme un traitement de la fertilité pathologique, donc l'institution d'une filiation pseudo-charnelle, d'accord, mais où ce sont encore les médecins qui ont la main, en conseillant aux familles, un peu le contraire, surtout maintenant vous le lui dites. Donc ces deux périodes, ces deux moments, alors on va le dire rapidement parce que je vois que dès que vous avez dit, on va faire un cours d'histoire, ça fait partie des gens. Mais pour rappeler la logique de là où nous en sommes. Alors, non, très rapidement, pour dire que quand on a un débat sur la PMA, mais en fait, derrière le mot PMA, il y a deux PMA très différentes. La PMA qui est immensément majoritaire en France, 95% des naissances par PMA, c'est une PMA thérapeutique. Ça veut dire qu'elle s'adresse à un couple, par hypothèse, hétérosexuel en âge de procréer, et qui n'y arrive pas. Et elle propose tout un ensemble de techniques de façon à aider ce couple à pouvoir procréer. Et à la fin, si tout se passe bien, il procrée, et sinon il est en échec thérapeutique. Ça, c'est la PMA thérapeutique, mais à côté de celle-ci, il a toujours existé une autre PMA qui, elle, n'est pas thérapeutique, qu'on propose justement en cas d'échec thérapeutique, qui ne prétend pas soigner, par exemple, l'infertilité d'un homme, mais qui permet à un couple d'avoir des enfants par une forme d'arrangement social qui consiste à recourir à l'aide d'une tierce personne qui va donner de ses capacités procréatrices, par exemple du sperme, par exemple des ovocytes, par exemple des embryons, par exemple une gestation dans les pays qui autorisent la gestation pour autrui. Donc il va donner de sa capacité procréatrice pour aider un couple à faire un enfant. Donc cette personne ne veut pas que la reproduction à laquelle elle participe en fasse d'elle un parent, mais elle veut que d'autres soient parents. Donc c'est cette PMA sociale qui existe, qui est donc 5% des cas aujourd'hui, qui concerne les couples de femmes. Donc c'est à cette occasion qu'on a un débat plus général sur la PMA avec tiers donneur. Et c'est là que je dis en effet qu'il y a eu... Quand l'histoire est assez longue, mais finalement, quand un couple hétérosexuel avait un problème d'infertilité, en particulier du mari, il y a bien longtemps qu'on avait compris qu'il y avait des solutions alternatives. Par exemple, un amant. Par exemple, un amant, le facteur, etc. Ça, c'est une solution alternative qui fonctionne depuis assez longtemps déjà. Et d'autant plus que, vous le savez... C'est ce que vous appelez le ni vu ni connu. Voilà, vous le savez, pour établir la filiation d'un homme, on ne va pas vérifier s'il est le géniteur. Et d'ailleurs, pendant des siècles, on a pensé qu'on ne pourrait jamais lever le mystère de la paternité, ce qu'on appelait le mystère de la paternité. Donc, les sociétés humaines ont toutes cherché des moyens de lier des individus hommes aux enfants précis que telle femme met au monde.
Et donc, la présomption de paternité, la reconnaissance, par exemple pour l'homme, ce sont des façons d'établir une filiation où on ne va pas vérifier si le mari ou si l'homme qui reconnaît l'enfant est vraiment le géniteur. Et donc ça laisse possible des déclarations erronées ou mensongères. Et il y a toujours des bruits qui courent sur les 5% d'enfants qui ne sont pas du mari, etc. Donc c'est là qu'on s'est glissé, en effet, pour quand on a commencé les premières banques de sperme en France, 1973, on avait déjà un héritage de plus d'un siècle de pratiques de l'insémination artificielle dans les cabinets des gynécologues. En gros, pour simplifier, l'étudiant en médecine, caché derrière le rideau du cabinet du gynécologue, faisait un recueil de sperme et avec une petite canule, le médecin imprégnait, comme on disait, l'utérus de la patiente. Et le mari, au bout du compte, était très content parce que sa stérilité avait été masquée, il avait un héritier et tout s'arrangeait. On précise la position de l'Église à ce moment-là. Il faut quand même dire que l'Église a toujours été totalement contre. Ouais. L'Église pense enfant adultérin, quand même. Alors ça, c'est plutôt la société qui disait. C'était l'Académie des sciences morales et politiques qui disait on va introduire un enfant adultérin dans la famille. L'Église disait simplement cette pratique est absolument contre nature. Ouais. Le père, c'est le parent biologique. Les enfants doivent se faire par des actes charnels, sexuels. Et tout ça, y compris la petite masturbation au départ, mais le recours à un tiers, non. Le donneur n'est pas pensable dans cette logique puisque ça serait le père. Donc au départ, les médecins, je vais assez vite, ont pensé que pour protéger les personnes, les enfants, il fallait organiser le don, mais le masquer. Hein, c'est-à-dire, on pouvait très bien utiliser les vieilles techniques. Il n'y avait que des dons de sperme à l'époque, ni vu ni connu. On recourt à un donneur, il vient, il disparaît, il laisse pas son nom, on le retrouvera jamais, et on fait passer le mari pour le géniteur. Et personne n'en sait rien, et surtout pas l'enfant. Et l'enfant, et pour que l'enfant ne sache rien, avec l'idée de protéger l'enfant d'ailleurs, bien sûr. On a été assez loin, puisque par exemple dans la pratique médicale, jusqu'à aujourd'hui, des médecins utilisent un donneur qui a le même groupe sanguin que le mari stérile. Eh bien, la seule et unique raison, c'est pour que l'enfant, quand il va apprendre les lois de l'hérédité en 3e, ou je ne sais pas quand c'est maintenant, il ne puisse pas se dire « Ah, mais tiens, c'est bizarre ». Donc, vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a pas de raison médicale d'utiliser le même groupe sanguin. C'est uniquement pour que le subterfuge ne soit pas visible pour l'enfant, parce qu'il y a peu d'autres personnes qui connaissent votre groupe sanguin, éventuellement, etc. Deuxième période. Donc, on arrive aux lois de bioéthique, et pour aller vite, en gros, les lois de bioéthique vont... prolonger en France ce modèle ni vu ni connu où on organise un don et on fait passer les deux parents pour les deux géniteurs de l'enfant. Mais disons qu'on l'organise avec un autre langage qui n'est plus seulement un langage social, c'est-à-dire il faut que ces familles, personne ne puisse les repérer au fond. Il faut avoir l'air d'une famille comme les autres. C'est un autre langage qui consiste à dire mais au fond, recourir à un don, c'est un traitement. C'est un traitement palliatif de l'infertilité. Et après tout, recourir à un traitement, ça concerne l'intimité des couples, c'est un mode de conception comme un autre, et elles n'ont pas à rendre compte à quiconque, y compris à l'enfant, de cette façon dont elles l'ont conçu. Et donc, vous voyez qu'on joue sur les termes concevoir, au point que certains biologistes des fédérations de sécos ont dit le mari stérile est le véritable procréateur de l'enfant. Et donc ce débat continue un peu jusqu'à aujourd'hui, mais évidemment avec les couples de femmes, on sort forcément de ce modèle pseudo-biologique. Les couples de femmes ne prétendent pas qu'elles peuvent faire des enfants sous la couette, toutes les deux, et donc elles posent la question, finalement, est-ce que notre société va commencer à reconnaître qu'on fait des familles en recourant à un tiers donneur ? Ces familles, on les fait depuis près d'un demi-siècle. Il y a certainement 80 000 enfants en France, peut-être plus, qui sont issus d'un don. Mais jusqu'à présent, justement, on ne pouvait rien voir avec la filiation. Et c'était à chaque parent, tout seul, dans l'intimité du salon, d'essayer de dire à l'enfant, bien, la vérité, c'est pas celle que le droit, la société disent. La vérité, c'est que ton père n'est pas ton père, etc. Ou j'ai recouru à des ovocytes, etc. Donc on faisait
un mensonge, on va dire, une apparence de il n'y a pas de don, ni vu ni connu, et aux individus d'essayer, dans leur privé, de trouver une façon d'informer l'enfant. Disons, moi je trouve on a fait des sortes de passagers clandestins du système de parenté. Donc, je termine, les lesbiennes obligent tout le monde à penser, à changer la vision. À penser, est-ce qu'on va accueillir ces familles? Est-ce qu'on va les accueillir pour les lesbiennes seulement ou pour tout le monde? Et c'est l'enjeu des débats actuels à l'Assemblée, en particulier du débat qui va avoir lieu sur l'accès aux origines, article 3, c'est le prochain, et sur la filiation, article 4, c'est le suivant. Oui, je voulais juste préciser qu'en 1994, la loi disait qu'en aucun cas le donneur ne peut devenir un parent. C'était un point important qu'il fallait préciser. Là-dessus, Frédéric Worms. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, Irène l'a très bien résumé, je vais juste développer sur 2 points. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement ce que dit Irène, c'est-à-dire qu'on est en train... Le sujet n'est pas... Enfin, il y a l'élargissement aux couples de femmes, mais on le voit bien... Derrière les couples de femmes, c'est plutôt la question du père, entre guillemets, qui est posée, et ça oblige à assumer ce que certains appellent une disjonction, par exemple François Ansermet, avec qui on a beaucoup travaillé au comité d'éthique, et assumer cette disjonction qui a été en effet en partie masquée entre le géniteur biologique, le parent et en particulier le père juridique, et il y a aussi une 3e fonction parentale, et c'est là que je voudrais développer un petit peu, pour montrer, comme on le disait au début, que l'opposition nature-loi est quand même plus compliquée qu'on ne croit. Et effectivement, les couples de femmes et les femmes seules vont obliger à assumer explicitement cette disjonction du géniteur et du parent juridique, qui valait déjà aussi pour les hommes, mais qui était un petit peu recouverte par cette idée, au fond, c'était difficile. L'idée qu'on a d'une famille et d'une parentalité, c'est... implicitement, enfin c'est une idée qui a son histoire, qui est sociale et construite, de ce recouvrement, de cette unité des rôles, la même personne est biologico-juridique, et en effet, il faut admettre la dissociation de ces 2 rôles. Bon. Donc les couples de femmes nous obligent à penser cette dissociation. C'est sans doute l'obstacle épistémologique majeur de ce qui se passe en ce moment. Et donc c'est pas étonnant que cette question soit au cœur. Il y a un 3e rôle parental qui me paraît très important, parce qu'on parle beaucoup, on va parler peut-être tout à l'heure de la filiation juridique. La filiation est un concept d'abord juridique, qui va être reconnu par la loi comme père, comme mère, éventuellement comme mère et comme autre mère. C'est extrêmement important. Par quelle procédure, par quelle démarche? Mais il y a un point, et qui va sur l'anonymat, d'ailleurs se traduit par une disposition très concrète. Je pense que la loi sur l'anonymat va prévoir que l'accès au nom du donneur se fasse à la majorité, vers 18 ans. Et pourquoi? Et c'est un point qui est déjà dans d'autres pays. Et bien, tout simplement parce qu'il y a un 3e rôle parental, qui est justement la parentalité. C'est-à-dire le parent, c'est un géniteur biologique parfois, enfin, il y a une dimension, voilà, il y a une dimension juridique, mais il y a surtout une dimension d'éducation et de soins qui prend du temps et qui pour moi est aussi vitale. C'est-à-dire que c'est là que le déni absolu du vital va trop loin, parce qu'en fait, ce qui prend du temps est encore de la vie, et au bout d'1 an, déjà, on reconnaît le visage de la personne qui s'occupe de nous. Après, il y a la question de la langue maternelle, il y a la question de... Voilà, donc tous les enfants, comme on dit, issus du don, disent tous, d'ailleurs, n'ayez pas peur du dépassement de l'anonymat, parce que pendant 18 ans, pour moi, le père ou la mère, c'est celui qui m'a aimé, c'est celui qui m'a amené à l'école tous les matins, c'est celui qui m'a soigné quand j'étais malade, c'est celui qui m'a engueulé quand j'ai fait une bêtise. Qui s'est levé la nuit, c'est celui qui s'est levé la nuit, et c'est celui-là. Et ça, c'est le temps qui le fait. Et cette question de la parentalité, en fait, on en parle trop peu, mais c'est la 3e dimension des relations, disons, parentales. Et je pense que c'est elle qui oblige à dépasser le clivage du naturel et du juridique, clivage qu'il faut quand même assumer comme un clivage, c'est-à-dire le géniteur, en effet, n'est pas le père au sens de la loi. Et entre les deux, voilà. Donc pourquoi est-ce que pour la levée de l'anonymat, il faut évidemment trouver un compromis, et notamment en prenant en question le temps. C'est pas juste une question de majorité juridique. C'est vraiment une question de reconnaissance du fait complexe de ce que c'est qu'être l'enfant de quelqu'un. Et d'égalité entre tous les enfants aussi, qu'ils soient après, de parents il y a toutes les questions, hétérosexuels, homosexuels ou de mères seules. On est d'accord, et en fait, Irène. je pense effectivement qu'il y a un non-dit aujourd'hui dans le débat, c'est qu'en réalité,
les couples hétérosexuels qui avaient accès à la PMA jusqu'ici, loin d'être fragilisés par l'élargissement, comme le disent certains. Il y a peut-être un petit risque quantitatif sur la disponibilité du sperme. C'est vrai, il y a une vraie question. Comme le don reste le pilier, moi j'y crois beaucoup, de la bioéthique en France, il n'y aura pas de marché du sperme. Donc il y aura un appel au don, etc. Mais en fait, les couples hétérosexuels vont plutôt, en effet, je pense qu'on est d'accord là-dessus avec Irène, être renforcés dans leur statut de parents avec un tiers qui est le géniteur, renforcés par cet élargissement plutôt que fragilisés. Oui, comme les parents adoptants d'ailleurs. Exactement, j'allais dire comme ça. Les parents adoptants. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à faire exister socialement parce qu'on ne les voit pas. La question s'est posée il y a quelques décennies sur l'adoption. Il faut savoir que quand on a institué l'adoption, d'abord dans les années 30, puis ensuite l'adoption plénière dans les années 60, ça n'était pas évident comme façon de faire une famille. Et il arrivait assez fréquemment qu'on ne dise pas à l'enfant qu'il avait été adopté. Et à l'EHESS elle-même, j'ai connu la secrétaire d'un de nos laboratoires qui a appris à 60 ans qu'elle avait été adoptée. Et donc, elle m'avait contactée parce que justement, ses parents, elle l'a appris à la mort de ses parents. Et elle venait me voir parce qu'elle voulait savoir qui était finalement sa mère de naissance. Et elle se sentait pas légitime à chercher, alors qu'elle ne voulait pas trahir, etc. Donc, pendant longtemps, on n'a pas dit aux enfants qu'ils étaient adoptés. Aujourd'hui, personne n'aurait l'idée de faire ça. Et une des raisons, ça a été le développement de l'adoption internationale, avec des enfants qui ne ressemblaient pas à leurs parents adoptifs, une revendication de « mais c'est très bien de faire une famille sur l'adoption, enfin on est pleinement un parent, etc. » Et grâce à l'adoption internationale, il y a eu une valorisation générale de l'adoption. Elle est entrée dans les mœurs comme une façon tout à fait légitime de faire une famille. Personne ne nie qu'il y a quelquefois des difficultés, mais personne n'irait mettre en cause qu'un parent adoptif est vraiment un parent. Eh bien, il se passe un petit peu la même chose, on va dire, sur la PMA. C'est-à-dire, je pense que la PMA, avec les couples de femmes, bon, il y a très peu de cas. Il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le rappeler. On parle sur des cas très petits. 780 000 naissances par an. On estime à 2000 le nombre de naissances qui vont être issues de la PMA pour tous. 0,002%. Donc, ayons bien ce chiffre en tête. Donc, il y a peu de cas. Il y a beaucoup de gens qui n'en rencontreront pas dans leur entourage. Mais on les voit dans les émissions de télé. Il y a des témoignages, il y a des documentaires. Et donc, ça va familiariser et effectivement, ça va aider les familles où ça ne se voit pas, en quelque sorte, à assumer que ça avait du sens pour elles, justement. Et il y a aussi les personnes conçues par don qui sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole, qui ont maintenant 30 ans, et les premières, et qui disent « Nous, on est à l'âge de faire des enfants. » Et on aime nos parents, on ne veut pas changer de parents, on est très heureux qu'ils aient fait toute cette démarche pour qu'on puisse venir au monde, mais on veut aussi connaître notre histoire et remettre un visage ou un nom sur cette personne à qui on doit d'être là. Ouais. Donc effectivement, il y a un grand Les changement. choses avancent quand même voilà. assez rapidement. Mais je suis d'accord avec Frédéric, l'ouverture à toutes les femmes va conforter les familles issues de dons en France comme des familles comme les autres. Le seul point, pardon, Dominique. Dernier point, avant d'aborder la suite. Le seul point sur lequel j'ai une nuance, c'est le fait qu'il y ait très peu de monde. Il y aurait très peu de cas, c'est vrai, mais ça n'enlève rien au problème. Moi, je pense que... Enfin, je veux dire, pas au problème, mais à l'enjeu. J'ai dit que beaucoup de gens les rencontrent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour moi normal qu'il y ait des discussions de fond, même sur des sujets qui ne seraient jamais mis en pratique dans une société. Non, mais j'ai pas dit ça. Qui ne concerne pas la majorité de la population. Voilà, je dis juste que voilà. Alors, mais je veux pas le laisser terminer là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au ce moment, vous comprenez, il y a des gens qui vont défiler en expliquant que les pères sont menacés. Moi, on m'interroge. Il y a des journalistes qui me téléphonent pour dire, vous savez, il y a des hommes qui sont très inquiets parce que on va mettre en cause la place du père et tout ça. Et je dis, mais gardons la proportion des choses. Voilà, c'est juste pour dire ça. La question va être, la vraie question, et ça c'est la sociologue qui parle, qui s'intéresse aux chiffres, c'est est-ce que ces 2000 familles par an, on va être capable de les intégrer dans une société inclusive, et c'est des cas qui sont très minoritaires. Est-ce que dans les crèches, dans les maternités, dans les crèches, dans les écoles, les enfants
vont être bien accueillis alors qu'ils sont minoritaires, et c'est pas est-ce que les familles, le père, la mère, les enfants, comme la mienne d'une certaine façon, vont être menacés. Oui. Donc il faut replacer dans l'ordre. Mais bien sûr qu'il n'y aurait que 10 cas, ça vaudrait la peine d'avoir tout ce débat bioéthique. Et c'est une vraie question de société, pour le coup. J'aimerais qu'on ait le temps d'aborder, enfin on va le faire tout de suite, un deuxième aspect, alors qui pour le coup concerne absolument tout le monde, sujet très important qui est également dans les chapitres étudiés, auquel Frédéric Worms a consacré un chapitre dans un livre que je vous recommande d'ailleurs pour un humanisme vital, des lettres à une inconnue, hein, vous ne la citez pas, vous allez me dire pourquoi vous avez choisi une inconnue et pas un inconnu d'ailleurs, sur la vie, la mort et le moment présent. Très joli livre où on traite de toutes ces questions d'éthique et de bioéthique. C'est la fin de vie. Voilà, là nous sommes carrément tous concernés. Vous y consacrez une de vos lettres, Frédéric. Pourquoi d'abord à une femme ces lettres? Toutes les lettres, hein, il y en a une trentaine, ou même plus que ça, je ne sais plus combien. Alors, c'est un livre sur lequel je travaille depuis très longtemps, mais qui s'est débloqué effectivement dans son écriture quand j'ai décidé de lui donner cette forme épistolaire. Ouais. À une inconnue, effectivement, à qui j'écris 50 lettres d'un coup. 50, voilà. Il y en a 48 plus un envoi et une adresse et un envoi. Bon, j'avais écrit précédemment un livre qui s'appelle « Penser à quelqu'un ». Et ma thèse, c'est que, en effet, dans la vie humaine, on pense d'abord à quelqu'un avant de penser à quelque chose, et que le développement du savoir fait qu'effectivement, on pense à des questions en général, à des questions de principe, on fait de la science, heureusement, y compris abstraites, des mathématiques, etc. Mais c'est toujours dans des enjeux vitaux, relationnels, concrets, etc. Et je travaillais sur ce livre depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'à un moment, ça s'est venu. J'avais essayé plusieurs formes, hein, le cours, l'abécédaire, et ça m'est venu d'écrire. Alors pourquoi une? C'est en fait un risque supplémentaire. Dans l'avant-propos, je dis, j'ai un peu peur qu'on interprète ça comme du mansplaining, en gros, c'est-à-dire un homme qui explique la vie à une femme, qui ne répond pas en plus. Donc, mais le risque, pour moi, c'est au contraire un risque de concret, un risque aussi je dirais presque de convaincre. Et il y a un risque aussi, mais un enjeu pour moi dans l'écriture théorique aujourd'hui. Là, on est dans un festival de sciences sociales. Moi, je suis en philosophie. Soit ça fait peur, soit c'est inaudible, soit il y a des gens qui s'en revendiquent. Pour moi, il faut aujourd'hui l'incarner. Et je pense que pour moi, il y a aussi l'idée un peu du XVIIIe siècle. La mission de la philosophie, c'est plaire et instruire. XVIIe et XVIIIe siècle. Et il faut à la fois plaire et instruire. Et instruire, ça veut dire être utile politiquement. Et plaire, ben voilà, moi je pense que je m'imagine que je veux convaincre quelqu'une et si possible qu'elle soit d'accord et même que ça produise des effets. Sur la fin de vie, d'abord vous dites que c'est un nom étonnant, cette histoire de fin de vie. Et la première chose que vous dites à votre interlocutrice, donc votre destinataire, c'est que c'est quelque chose d'inimaginable au sens propre pour chacun d'entre nous et qu'il nous faut pourtant affronter. Évidemment, on a beaucoup de mal à se représenter la fin de notre vie, ou celle de nos proches d'ailleurs. Et pour commencer, il faut combattre la souffrance à venir, la souffrance mentale, bien sûr, quand on apprend que ça va nous arriver, l'anticiper et puis faire le passage. Ce qu'on appelle fin de vie, c'est... Je résume un peu vite parce que c'est beaucoup plus grave que ça. Hein. Non, mais c'est très bien résumé. Ce qu'on appelle fin de vie, c'est pas la fin de la vie, c'est le moment où, au-delà du verdict, de l'incurabilité, disons, on est confronté à un certain nombre de décisions sur la plus ou moins pire façon, justement, puisqu'il n'y en a plus de bonnes, puisqu'il n'y a plus de guérison possible, d'aborder la question de la mort, pour ne pas la nommer, mais la fin de vie, c'est vraiment cet intervalle entre le verdict ultime et son effet concret. Là, on parle dans des cas de maladie, naturellement, parce qu'il y a toutes les morts qu'on ne prévoit pas. Effectivement. C'est l'annonce du verdict dans un cadre médical, et la période entre les deux. C'est dans un cadre médical, puisque ça succède à l'incurable. Et donc, la question, c'est qu'il y a, à mon avis, plusieurs choses inimaginables là-dedans, au sens strict de notre capacité vitale de penser, c'est-à-dire d'imaginer. Il y a d'abord l'imaginaire de la mort, qui est lui-même un inimaginable concret, mais pas seulement. On se projette dans un état où parce que maintenant, ces questions de fin de vie sont effectivement anticipables.
Et donc notre imaginaire est sollicité par l'anticipation, produit par certains cas aussi, dont la médiatisation produit une anticipation sociale, chacun d'entre nous. Et c'est violent. Et c'est forcément violent, avec une violence charnelle, disons, c'est difficile d'envisager la mort, mais aussi une violence morale qui pour moi est aussi vitale, puisque dans la question de la fin de vie, un autre inimaginable, c'est la question de qui va décider si je ne peux pas décider. La question de la décision à prendre est tout aussi impossible à se représenter que son objet. Surtout si je vais être dépossédé. Pour la décision la plus importante, au fond, une des décisions les plus importantes, heureusement il y en a d'autres avant, mais celle-là, je risque en plus de ne plus être en mesure de choisir. Dans la loi française, le patient peut refuser les traitements. C'est la loi Kouchner. Sauf dans le cas en fin de vie où il est hors d'état d'exprimer sa volonté, où le transfert de sa volonté est fait vers le médecin et non pas vers la personne de confiance. Donc d'une certaine façon, il y a ce débat. Et pour moi, il y a ce deuxième inimaginable-là. C'est très difficile pour un moi d'imaginer que je ne serai pas en mesure de décider. Donc la loi doit organiser disons, l'aménagement de ces inimaginables. Oui. Irène Théry aborde la manière différemment. Oui, c'est un peu différent en sociologue. Voilà, l'approche sociologique, elle va partir de l'expérience davantage telle qu'elle se vit. Et aucun de nous n'a vécu sa fin de vie, mais beaucoup d'entre nous ont vécu la fin de vie de proches. Et donc, je dirais que la question de la fin de vie, on peut l'attraper, comme l'a fait spontanément Frédéric, du point de vue de l'agonisant ou du mourant. Mais on peut l'aborder aussi du point de vue des proches de celui-ci. Et il n'y a aucune opposition, bien sûr, il va falloir qu'on voit les deux choses. Mais moi, j'ai fait une enquête il y a pas mal d'années, il y a plus de 20 ans maintenant, sur les relations entre les personnes séropositives et leurs proches. Et c'était à une époque où il n'y avait pas encore les trithérapies. Et justement, il y avait beaucoup de réflexions autour de la fin de vie, et dans une approche qui était relationnelle. Dont on s'apercevait, c'est que dans les relations familiales, par exemple à ses enfants, à ses parents, à son conjoint, à ses frères et sœurs et ses amis qui vont un peu ensemble, il y avait ce qu'on appelle ce que j'appelle un triangle des proches, c'est-à-dire protéger ses parents et ses enfants, ne pas transformer son conjoint ou sa conjointe en autre chose, en infirmière par exemple, et pouvoir associer des personnes qui ne sont pas forcément de la famille, par exemple des amis, à un cercle familial élargi, enfin des choses comme ça. À qui on peut se confier peut-être plus facilement. Je pense que dans la fin de vie, on devrait développer davantage une réflexion plus relationnelle qui implique les proches. Parce qu'en tant que proches, pour tous ceux d'entre nous qui l'ont vécu, nous le savons, ce qui se passe là, c'est pas juste un jour, 2 jours, une semaine, 15 jours. Ça vous marque pour la vie entière ensuite. C'est la transmission qui s'est faite ou pas. Vous vous sentez redevable à l'égard de vos proches qui sont partis, de est-ce que vous êtes bien comporté, pas bien comporté, tout ça. Je trouve qu'au débat bioéthique, il y a déjà beaucoup fait pour l'agonisant, pour le mourant, à travers la question de ses volontés anticipées, de la période de confiance. Il faut maintenant regarder les proches avec moins de suspicion, parce qu'on les regarde beaucoup avec suspicion. C'est-à-dire, ils vont vouloir se mettre à la place du mourant, ils vont pas être d'accord entre eux, ils vont se disputer. Enfin, il y a beaucoup de pression sur les médecins aussi. Il y a beaucoup de méfiance, alors que c'est souvent des moments dans la vie où on donne le meilleur de soi, et la société devrait être capable d'accompagner ça. Est-ce que la médecine, quand même, doit garder la primauté, doit garder la décision, doit garder la main? Je pense que Frédéric n'est pas en désaccord. Je suis profondément d'accord avec ce que dit Irène. La seule question, c'est que, en fait, ce rôle moral des proches ne peut pas faire l'impasse sur la dimension juridique de la personne de confiance, parce que, précisément, pour 2 raisons principales. D'abord, parce qu'il y a la distribution des rôles et la question de la décision. Et l'importance du médical aussi, qui fait partie, peut-être, il y a un 4e angle, tu devrais peut-être parler du rectangle du soin. Moi, j'ai parlé du rectangle du soin dans un autre livre. Et le 4e pôle, c'est quand même le médical, qui n'est pas non plus une barbarie technique, et qui n'est pas non plus illégitime, et qui entre dans le jeu. Oui, c'est ça. Et c'est le 4e angle relationnel, disons. Mais il y a une 2e raison qui est évidemment la possibilité du conflit. Alors on va pas revenir sur une affaire récente qui en France a fait l'objet de... Voilà. Mais c'est toujours pareil, c'est le cas
isolé qui incarne les principes généraux. Oui. Et Qui est quand même corrigé par les... On va rappeler juste quelques dispositions donc, législatives. Oui, mais c'est pas encore réglé totalement. Là, Non, mais il y a quand même la déclaration anticipée peut déjà même. Mais quand même. On sait ce que c'est, hein, bien sûr, c'est de prévoir à l'avance. Moi, ma position est simple. En désignant des personnes de confiance, ça permet d'éviter quand même. Oui, mais la personne de confiance ce ne type de décidera drame. pas. Ouais. Et donc, comme c'est le médecin qui décide, oui, c'est vrai, la personne de confiance n'a pas le poids juridique en France. Voilà. S'il y avait eu, moi, c'est ma position, alors vraiment totalement personnelle et qui ne règle rien magiquement, et on reste dans le tragique. Hein. Mais s'il y avait eu une loi qui obligeait à choisir a priori entre l'épouse et les parents, par exemple, qui va décider? Je crois qu'il y a certains conflits qui seraient apaisés, ne serait-ce que parce que l'un des deux aurait eu, par la loi, la possibilité de décider. Or là, comme c'était le médecin, il y avait une sorte de conflit indécidable et de tragédie familiale. La famille ne pouvait pas y entrer. Les proches sont absolument fondamentaux. Chacun est investi là d'un rôle absolument central et vital. Mais il y a aussi la médecine et la loi. Et en fait, il faut toutes ces dimensions pour faire une mort humaine. Sur la partie de la puissance, la toute-puissance médicale, c'est quand même notre thème aussi, hein, le vivant. Jusqu'où est-ce qu'on peut le maîtriser, aller au-devant, aller au-delà même et reculer sans cesse la mort et surtout avancer sans cesse dans les possibilités d'intervenir sur le corps humain. C'était votre point de départ. Est-ce qu'il n'y a pas dans la question de la mort annoncée, de la fin de vie aussi, quelque chose... Vous avez dit inimaginable, mais d'insupportable, parce qu'on croit la médecine toute puissante. Et au fond, là, elle est mise en échec, évidemment. La mort annoncée, c'est l'échec de la médecine. Et quelque part, on a plus de mal à l'accepter qu'auparavant. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Moi, je crois qu'on vit un moment historique très particulier en ce moment. Voilà, sur la nature, sur le vivant, on vit à la fois un moment de saut technologique très impressionnant, qui certains vont imaginer du transhumanisme ou je ne sais quoi. Ça. Et d'un autre côté, on vit des limites très importantes au niveau climatique, mais aussi au niveau médical. Et les deux, parfois, se conjuguent, puisque le vieillissement est un progrès technique qui, en même temps, produit de nouvelles limites et de nouvelles pathologies et des nouveaux problèmes sociaux, puisqu'il faut aussi accompagner de plus en plus de personnes âgées, disons. Et c'est une question quand même... voilà. Donc on vit un moment vraiment très, très curieux de ce point de vue-là. Et je pense qu'il faut en prendre la mesure, ne pas renoncer à la question du progrès. Moi, personnellement, je pense qu'il faut juste concilier les différentes dimensions du progrès et en même temps assumer aussi la négativité, y compris de la médecine elle-même et des choses auxquelles on doit répondre dans des contradictions parfois. Oui. Et avec des choses terribles, puisque effectivement, l'un des exemples du progrès, c'est l'obstination déraisonnable qui fait que la survie peut devenir plus douloureuse que la mort elle-même, et que la mort peut être non pas désirable pour elle-même, mais sur le fond de quelque chose d'encore pire. Le pire que la mort, vous le dites dans votre livre, c'est une expression très forte. C'est la seule façon de justifier, à mon avis, disons pudiquement, l'arrêt de traitement. Et ça touche aussi les nouveau-nés. Alors, et là, on va toucher malheureusement, ça peut toucher les nouveau-nés, on en reparlera, mais moi j'ai été dans le jury d'une thèse. C'est la question de la Laurence recherche Kemax, sur les... qui est en réanimation néonatale, sur les décisions d'arrêt de traitement pour des nouveau-nés. Et là, évidemment, on touche au tragique du tragique, et où la question des proches est complexe, parce que les parents, dans une situation de naissance, sont à peine distinguables des enfants, comme le disent le psychanalyste. En fait, ils meurent un peu aussi dans cette décision-là. Donc on ne peut pas leur laisser la décision. Et donc là, moi, c'est le seul cas où je pense que c'est impossible. Oui, Hélène Théry. Non, mais j'ai rien d'autre à dire. Je trouve que Frédéric a très bien parlé. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Vous avez envie qu'on vous apporte d'autres précisions sur d'autres points de la loi bioéthique ou sur d'autres aspects? Le pouvoir du numérique, par exemple. Hein. Attention, jusqu'où peut-on porter ce pouvoir du numérique ou d'autres aspects? Avez-vous des questions? Intervenez sur le sujet que vous voulez. Allez-y. Et sur... oui, ils ont beaucoup parlé, mais... Monsieur, voilà. Merci beaucoup pour votre question. Bonjour, merci. Simplement avoir des précisions sur CRISPR-Cas9 et sur ces nouvelles technologies qui permettent de modifier le vivant de façon assez facile et accessible. Je crois qu'il y a sur Internet pour 40 €, il y a des possibilités de... Voilà, il y a des inquiétudes là-dessus. Merci. 40 €, qu'est-ce qu'on fait?
Pour 40 €, tu peux avoir des chiffrages de ton génome et éventuellement la capacité d'intervenir sur un embryon pour lui enlever les parties génétiques. 40 € ça Qui dérange. Le diagnostic et l'opération. Effectivement, la question du budget est très importante. Il y a plusieurs questions très importantes qui vont être certainement discutées dans la loi. Il y a la question du diagnostic lui-même. Il y a la question de la modification du génome humain. Et déjà sur les animaux, hein, c'est compliqué aussi, de manière potentiellement irréversible, l'atteinte possible à la biodiversité. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, avec cette technique, on peut faire disparaître telle ou telle variété de moustiques, même nuisible? Est-ce qu'on n'est pas en train de toucher de manière irréversible à quelque chose qui pourrait aussi être nécessaire à la vie par un autre côté? Bien sûr. C'est la question de la complexité du vivant. C'est évidemment des décisions, des questions très très compliquées. Il y a évidemment, moi je vais juste poser deux points. Il y a un aspect contre lequel il est très difficile d'être contre, j'allais dire. C'est l'aspect, disons, de lutter contre les maladies. Est-ce qu'il faut faire disparaître certaines maladies? Faire disparaître irréversiblement certains gènes qui... C'est difficile d'être contre, a priori. Alors la question c'est, est-ce qu'on ne porte pas atteinte, là, à la fois à une biodiversité objective et puis à une capacité humaine d'affronter la maladie? Est-ce qu'on ne tombe pas dans un délire un peu technologique? Voilà. En plus, après, il y a une autre question que vous posez, c'est le bricolage dans le garage. Hein. Le bricolage génétique, la manipulation génétique chez soi, chacun, avec des sociétés privées sur un marché qui proposent ces manipulations-là. Donc il y a nécessairement un encadrement par la loi, et c'est une question majeure, masquée par les arbres de la fin de vie, qui sont terribles aussi. Mais la loi ne sera pas la même partout, donc on peut craindre qu'il y ait des dérapages, même si vous dites qu'on ne fait pas n'importe quoi en principe. Exactement. Il va y avoir des publicités qui vont vous dire voilà, purifiez votre génome, enlevez dans votre génome, ne transmettez plus n'importe quoi à vos enfants, transmettez un génome parfait à vos enfants. Je voudrais dire juste que par rapport à ces questions, je ne suis pas spécialiste de ces sujets précisément, mais j'ai remarqué que quand il s'agit d'innovation technologique, on devient tout de suite fataliste. C'est-à-dire, si c'est possible, ça va se faire. On voit le pire, oui. On ne peut pas interdire, ça va se faire. Et chaque fois, évidemment, il y a un savant d'un pays lointain qui, justement, a fait le truc. Et ce que je rappelle toujours, c'est qu'on n'interdit jamais que des choses possibles. On n'a jamais interdit des choses impossibles. Y compris le meurtre. Voilà. On interdit uniquement des choses possibles. Donc, qu'une chose soit possible n'empêche pas de l'interdire. Hein. Et je pense qu'en revanche, il faut une culture. Donc je crois qu'il y a deux rénovations des lois de bioéthique de ça, pas la dernière mais celle d'avant. Justement, la discussion sur le clonage avait montré que des sociétés peuvent aller sur le fond et s'auto-limiter certaines choses. Frédéric, qu'est-ce que tu penses? Absolument. Je pense qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir de la loi. Et les choses se feront peut-être malgré tout, mais seront des transgressions. Il ne faut pas minimiser la transgression, la fraude, etc. Il y a des trafics d'organes, on le sait bien, alors que c'est interdit. Hein, et certains pays sont hors la loi internationale pour ça. Et l'interdiction n'abolit pas le phénomène. Non seulement c'était possible, mais ça ne fait pas disparaître le phénomène, mais il y aura une régulation. Mais la dimension financière qui a été évoquée va en effet rendre... c'est-à-dire quand ça coûte des millions d'euros, c'est plus facile à contrôler que quand ça coûte 40 €. 40 €, il y aurait surprise quand même, là. Oui, c'est vrai que ça fait... C'est impressionnant. Non, mais l'importance de la loi, de l'interdit, c'est évidemment... Mais oui. D'autres questions ou commentaires, si vous voulez, sur tout ce que nous racontons là. Madame, j'ai vu votre main, mais il y a quelqu'un derrière vous juste avant. Oui. Merci, je vous ai vu. Juste une question sur le don d'ovocytes et spermatozoïdes, sur la levée de l'anonymat. Est-ce qu'il sera possible pour le donneur ou la donneuse de s'opposer à cette levée de l'anonymat? Par exemple, au moment du don, et de dire bah non, moi je refuse qu'à la majorité, l'enfant issu du don... Alors, ce qui est prévu, c'est que sous l'empire de la nouvelle loi, toute personne qui fera un don acceptera par définition que l'enfant, s'il le souhaite à sa majorité, puisse avoir son identité.
Donc c'est un nouveau régime dans lequel on entre. Il y a énormément de pays qui nous ont précédés. Ce débat a eu lieu par exemple en 2005 au Royaume-Uni. Mais effectivement, on légifère pour dans 19-20 ans. Mais il n'y aura pas ce double guichet, c'est ça la question que vous posez. En revanche, pour les anciens donneurs, tous ceux qui auront donné avant, là, ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, la loi ne sera pas rétroactive, on ne va pas lever l'anonymat, la formule de ceux qui ont donné avant. Ça sera à eux de dire si ils veulent qu'on puisse lever leur anonymat ou pas. Donc, il y aura une possibilité d'expression de la volonté pour les anciens donneurs. Le débat qui n'est pas tranché, c'est que pour le moment, il n'est pas prévu qu'on puisse solliciter ces anciens donneurs. Et ça fait une différence assez importante avec un autre cas qu'on connaît bien, qui est celui des enfants nés sous X. Au début des années 2000, en 2002 précisément, on a créé le Conseil national d'accès aux origines personnelles pour les enfants nés sous X. Donc évidemment, qui sont nés dans des conditions dramatiques, leur mère a dû les mettre au monde, leur mère de naissance, sans laisser son nom, etc. Et on a permis à ce moment-là que ce conseil, avec des procédures très réglementées, essaye de retrouver la personne qui n'avait pas laissé son identité. Dans un cas sur deux, elle y arrive. Et avec la plus grande discrétion, l'interroge pour savoir si elle serait d'accord de lever son identité. Et là encore, dans un cas sur deux, elle dit oui. Et je suis pour ma part très étonnée que ce qu'on a pensé possible pour les enfants nés sous X et l'interrogation de femmes qui pensaient qu'on ne les retrouverait jamais et qui quand même, quand on les retrouve, dans la moitié des cas, disent d'accord, qu'on ne prévoit pas la même chose pour les enfants conçus par don. Mais c'est pour le moment ce qui est prévu. Pour le moment, c'est ce qui est prévu. Dans d'autres pays, c'est différent. Hein, vous l'avez dit, ça dépend. Oui. Oui. De différents pays européens, en tout cas. On va pas refaire il y a beaucoup de pays qui ont décidé cette possibilité de lever l'anonymat à la majorité, donc pour 2040. Il y avait une autre question, madame? Oui. Je vous en prie. Oui, c'était plutôt dans le fil de la question qui a été posée tout à l'heure. Et je voulais avoir votre opinion sur le diagnostic préimplantatoire, puisque c'est quand même une manière aussi éventuellement d'aller vers l'eugénisme ou pas. Enfin, je voulais savoir ce que vous en pensez. Autre sujet important, aider les familles. Juste pour relayer votre question, parce que je voulais aussi la poser notamment à Frédéric Vance, mais bien sûr à Irène aussi. Frédéric est mais plus Frédéric au courant Vance, que moi. en tout cas le comité y a réfléchi. Beaucoup de médecins, notamment notre collègue René Friedman, gynécologue obstétricien bien connu, le fameux papa d'Amandine, le demande depuis beaucoup d'années. Et là, je reviens sur la question le rôle dévolu à la femme, la féminisation, je ne sais plus comment vous l'avez présenté. Lui s'indigne un peu que l'on laisse des femmes souffrir en enchaînant les échecs d'implantation des embryons. Ça ne marche jamais. Elles enchaînent les fausses couches. C'est extrêmement difficile à vivre pour les femmes et pour les couples, bien entendu. Donc c'est au nom de ces femmes que René Friedman, notamment, aimerait que l'on permette au moins le dépistage des embryons qui n'ont aucune chance d'arriver à terme. Voilà. C'était peut-être le sens de votre question. Mais en tout cas, je l'ai élargi. Frédéric. Alors, il y a deux questions qui sont débattues dans le projet de loi. Il y a le diagnostic préimplantatoire en cas de PMA et des cas dont on parlait. Et puis, il y a même le diagnostic préconceptionnel de maladies génétiques. Alors là, pour tout le monde, j'allais dire, sur nos génomes, et justement avec l'idée de conséquences médicales, etc. C'est très débattu. Et là aussi, on retrouve d'ailleurs des questions de marché, de services qui vont se développer dans d'autres pays peut-être, quel que soit le cadre de la loi française, qui n'empêche pas que le cadre de la loi française reste très très important, évidemment. Il y a plusieurs enjeux. Moi, je pense qu'il y a la question aujourd'hui, d'une manière générale, de l'anticipation. Que veut dire prédire l'enfant, comme dit François Sermet, avant de le produire. Bon, il y a toutes sortes de questions très complexes. Sur la question de l'eugénisme dont vous parliez, pour moi, la vraie question, c'est d'une part, en effet, de ne pas tomber dans l'eugénisme, mais ça ne règle pas tout. L'eugénisme, pour moi, il est assez simple à définir, c'est quand on intervient non pas pour lutter contre certains maux,
MAUX, mais pour viser un bien absolu. Et aussi, il y a évidemment une autre version de l'eugénisme qui est, quand les mots MAUX sont apparus, de ne pas supporter les êtres supposés les porter. Donc par exemple, on va exterminer les gens qu'on suppose indignes de vivre, etc. Donc l'eugénisme a quand même une histoire assez complexe, d'une part de viser de la perfection et d'autre part de destruction de ceux qu'on juge inférieurs. Voilà. Donc ça, une fois qu'on a dit ça, on doit effectivement non seulement respecter mais soigner les gens qui naissent avec toutes les pathologies, les êtres humains, quels qu'ils soient. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, et où là revient vraiment le problème, on doit effectivement, malgré tout, on accepte aujourd'hui de lutter, de prévenir certaines naissances avec des mots prévisibles. Donc on anticipe. Et il y a déjà effectivement des interruptions médicales de grossesse. Sur la trisomie, je crois que c'est assez La trisomie courant. est le cas le plus, en tout cas pas le plus courant, mais déjà le plus discuté, puisque certains considèrent est-ce que c'est vraiment un motif d'interruption médicale de grossesse ou non. En tout cas, c'est reconnu comme tel. La question, ça va être donc où placer le critère sans tomber dans l'eugénisme, mais même dans l'évitement de certains mots, des mots qui sont justiciables ou justifiables de l'intervention médicale, et de ceux avec lesquels on doit pouvoir dire que l'humain doit pouvoir vivre. Il y a l'idée qu'on retomberait dans l'eugénisme si on dit l'humain ne peut vivre avec aucune déficience, quelle qu'elle soit. Donc il va falloir définir des seuils, et pour moi le rôle de l'éthique, c'est toujours de définir des limites. Donc il va falloir définir des limites, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et la pression sociale va être terrible dans les deux sens. On peut imaginer que dans les critères justement pour ces mots, et ça peut être relationnel aussi, c'est-à-dire quelle va être non seulement la vie de cette personne, mais la vie de ses proches aussi. Oui, mais c'est compliqué. Déjà aujourd'hui, c'est très compliqué quand les médecins prédisent un handicap. Il y a des discussions. Est-ce qu'ils tiennent compte du poids sur les parents? Ils tiennent même plus peut-être que les parents eux-mêmes. Ils expliquent aux parents à quel point ça va être insupportable pour eux, parce que les parents disent mais non, mais non. Donc il y a eu des auditions de sociétés et les parents évidemment disent mais non, il n'y a pas de c'est terrible pour un parent d'admettre une interruption de traitement ou etc. au nom d'un handicap qu'on leur dit invivable, justement relationnellement. La dimension relationnelle est encore plus difficile à assumer, parce que si on te dit c'est invivable biologiquement, en un certain sens, en tant que parent, tu peux l'admettre, il va mourir, bon, de toute façon. Si on te dit c'est intenable relationnellement, en un sens, le poids est encore plus dur, parce que ça veut dire ça va être invivable pour vous. Mais moi, je veux dire, mais invivable pour moi, aucun problème. Ouais. Mais pourquoi le décidez-vous? Oui. Ce n'est pas forcément une solution, ça peut être un tour d'écrou supplémentaire. Mais sur la question que je soulevais, là, à partir, j'ai parlé de René Friedman, mais beaucoup d'autres médecins le disent, pour l'instant, la loi, enfin, en tout cas, la ministre Agnès Buzyn n'est pas pour, hein, on est bien d'accord. En tout cas, l'idée de généraliser le diagnostic. Voilà, c'est pas passé, et ça, c'est pas justement, il y a l'idée, c'est la question de la porte ouverte, de la pente glissante, etc. Et c'est vrai que peut-être, en fonction de tout ce qu'on est en train de dire, comme les critères n'ont pas été assez travaillés, la question c'est si on l'ouvrait maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas... est-ce qu'on a pris le temps de réfléchir aux critères? C'est toujours la question de l'interdiction et du critère. Oui. Parce que sur le DPI, je pense que le point sur lequel il y avait quand même un accord possible, c'était sur un certain type de diagnostic préimplantatoire, celui des aneuploïdies, c'est-à-dire du cas d'embryons qui n'ont aucune chance de pouvoir se développer et qui donc font perdre beaucoup de temps et sont beaucoup d'épreuves pour les femmes à qui on va réimplanter ces embryons qu'on aurait pu ne pas leur réimplanter. Il y a quand même certains cas où justement on n'est pas dans le relationnel et c'est plus simple. C'est des cas purement vitaux, vie-mort. Là, en un sens, là, on peut se demander pourquoi on n'ouvre pas. Enfin, oui, c'est ça. C'est l'argument de ces médecins. Ce sont des souffrances morales et physiques très très difficiles pour les femmes et les familles qui le vivent. Plus c'est négatif, plus c'est simple. C'est vrai. Voilà, les dernières questions avant de conclure le débat. Monsieur, je vous en prie, on a encore du temps. Bonjour. Ces discussions ne s'arrêtent pas aux frontières de notre pays et j'aimerais savoir s'il y a une volonté ou des débuts de travaux à l'échelle de l'Europe.
pour uniformiser les positions européennes. C'est intéressant parce que, effectivement, par exemple, pour le cas de l'euthanasie, c'est pas du tout le cas, comme vous le savez. Hein, les Pays-Bas, la Belgique, d'autres pays l'autorisent. Chez nous, c'est absolument interdit. Dans d'autres pays, l'Espagne est en train d'en discuter. Voilà, je fais un début de réponse, Frédéric. C'est une question importante. Je vous conseille la lecture du projet de loi actuel qui fait pour chaque article une comparaison internationale, par exemple. C'est intéressant. Vraiment, lisez le projet de loi. Après, il n'y a pas de position européenne. Après, il y a deux questions. Pour moi, dans la comparaison internationale, il y a évidemment la comparaison avec des pays qui font des choses inadmissibles, par exemple la Chine, et puis des comparaisons entre démocraties qui partagent a priori les mêmes principes. Et là, il y a une variété, et c'est intéressant. Pourquoi des pays qui sont tous à peu près également démocratiques arrivent à telle position sur la PMA ou sur la fin de vie qui sont très différentes. Ça, c'est une comparaison importante. Après, et donc intra-européenne, et en effet, ça a lieu, cette comparaison. Les comités d'éthique se rencontrent, les législateurs comparent, regardez la loi, etc. Après, il y a la question de la Cour européenne de justice, qui est encore autre chose, qui normalement intervient sur le minimal et les droits fondamentaux, et qui là peut sanctionner un État. Par exemple, elle n'empêche pas la France d'interdire la GPA, mais comme vous le savez, il y a une controverse sur l'inscription des enfants nés à l'étranger. Des enfants une fois nés à l'étranger dans le droit. Là, la Cour européenne intervient pour dire qu'il y a une sorte de... Et la Cour de cassation répond, et là, il y a un dialogue. Donc, vous voyez bien, c'est intéressant, parce que la Cour européenne ne dit pas que la France doit autoriser la GPA, contrairement à ce que disent certaines personnes qui veulent critiquer l'Europe, etc. La Cour européenne n'intervient en principe que sur le fondamental et le minimal, et donc préserve une différence entre les pays européens, sauf sur certains points. D'ailleurs, si un pays européen autorisait la peine de mort, il serait chassé de l'Europe immédiatement. C'est beaucoup plus rapide que le Brexit. Si la Grande-Bretagne rétablissait la peine de mort, le Brexit a lieu le lendemain. C'est réglé tout de suite, voilà. Je ne dis pas que je veux qu'elle rétablisse la peine de mort, mais il y a quand même des minima européens, et heureusement... Mais vous voyez, par exemple, l'exemple de la GPA est très intéressant. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on parle de droits fondamentaux de l'homme, on a l'impression qu'ils sont forcément au fronton de quelque chose, alors qu'ils se conquièrent par des consensus qui sont lents, qui sont longs. Et moi, en travaillant pas mal sur la Cour européenne des droits de l'homme, j'ai appris ça. C'est-à-dire qu'à la fois, elle pense qu'il y a un pouvoir souverain de chaque État, et en même temps... et quand il n'y a pas consensus sur un sujet, elle dira chaque pays est souverain. Et c'est ce qu'elle dit sur la GPA. Elle dit un pays qui veut l'interdire a le droit, un pays qui veut l'autoriser a le droit, parce qu'il n'y a pas de consensus. Et il y a d'autres sujets où on arrive à un consensus assez grand pour que là on considère que l'ensemble des pays démocratiques, l'opinion démocratique pense qu'on doit autoriser ça ou on doit interdire ça. Et ça, ça m'a étonnée au départ. Et puis finalement, je me suis dit, c'est une très grande leçon pour les sciences sociales, ça. C'est-à-dire de ce qui nous paraît être, voilà, presque... Quelquefois, on a l'impression qu'en bon laïc que nous sommes, on reproduit les interdits ou les autorisations de Dieu. Mais justement, non, dans la vie humaine, il n'y a pas de Dieu qui a fait tomber l'étape de la loi quelque part, et il faut l'histoire pour se mettre d'accord. Et d'ailleurs, avoir la conscience que ces processus de consensus sont très précieux, et que là, s'il faut terminer sur peut-être, on doit préserver la nature, en tout cas de notre environnement, mais on doit aussi préserver nos histoires, nos institutions démocratiques. Elles sont fragiles et elles sont en jeu à chaque fois. Je vois que tu opines du chef. Alors. Rien à ajouter, dit-il. Alors on vous laisse le mot de la fin, Irène Théry. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à tous pour nous avoir suivis, entendus. Merci. Merci à Dominique.